expert en sécurité et chercheur sur les questions de l'extrémisme violent et de la radicalisation. Qu'est-ce que la prévention de l'extrémisme violent évoque pour vous? Pour moi, la prévention de l'extrémisme violent évoque des stratégies d'anticipation, des stratégies qui permettent soit aux États, soit aux populations de ne pas basculer dans la violence extrémiste et aussi en même temps d'utiliser moins de violence dans la répression contre le terrorisme. L'avantage que nous avons avec cette approche, c'est que elle est relativement moins coûteuse du point de vue financier et aussi du point de vue humain, en bilan humain. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la prévention de l'extrémisme violent? Pour moi, la prévention permet aux communautés et permet d'apporter des réponses pérennes, des réponses endogènes et des réponses à long terme dans cette lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation. De quelle manière abordez-vous la prévention de l'extrémisme violent dans vos fonctions, vos activités ou vos engagements? Je l'aborde sous plusieurs angles. Le premier angle, c'est d'abord de sensibiliser pour permettre non seulement aux gouvernants et aux populations de comprendre le phénomène, parce que une fois que le phénomène n'est pas compris, on applique des réponses qui ne sont pas appropriées et la réponse la plus facile généralement, c'est la répression. Et donc c'est d'abord la sensibilisation et aussi je suscite le débat sur l'importance et le bien fondé et de prospecter des solutions anticipatives et des solutions préventives comme la négociation, le dialogue et comme la maîtrise du phénomène et comme les mesures, les stratégies endogènes, les mécanismes endogènes de prévention de ces conflits. Concrètement, alors, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'initiative que vous avez prise? L'une des initiatives, c'est que nous avons dans certaines communautés cherché à détecter avec eux quels étaient les mécanismes de résolution de conflits. Quelle doit être leur contribution dans la résolution des conflits, parce que les communautés à un moment donné pensaient que c'est l'État qui devait produire la sécurité, pensaient que c'est l'État pensait plutôt à l'État-providence. Et donc cela, je pense, qu'a suscité une prise de responsabilité et aussi une prise en charge de la sécurité de ces communautés par elles-mêmes. Et donc du coup, en réveillant ces mécanismes, ça permet de résoudre rapidement des problèmes. Et nous savons tous que la justice n'est pas toujours accessible à certaines communautés. Et même quand elle est accessible à ces communautés, elle est accessible dans un langage que ces communautés ne comprennent pas. Donc du coup, il y a un cumul de rancœur et un cumul de frustration qui fait que beaucoup de problèmes ne sont pas résolus. Alors qu'à côté, on aurait pu avoir des résolutions plus simples, et même si elles ne suivent pas les règles de la loi occidentale. Quelles sont les résistances, les difficultés que vous percevez au sein de votre institution pour faire évoluer cette approche? Et jusqu'à présent, nous pensons que l'administration ou le pouvoir central n'a pas encore intégré cette solution qui est une solution beaucoup plus pérenne. Ça, c'est un. De deux, il y a aussi la pression des forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire des leaders militaires qui, eux, pensent que la question sécuritaire, la question de la violence revient à l'armée. Mais je reconnais quand même qu'avec l'aide de pas mal de partenaires, dont le ministère des Affaires étrangères suisse, effectivement, cette approche a beaucoup permis aux autorités de changer leur manière de voir et même aux forces de défense et de sécurité de remettre en cause. Pourquoi est-ce important de se réunir régulièrement pour traiter de ces sujets? Alors j'avoue que avant je ne connaissais pas cette option de réunir tout le monde d'horizons diverses. Et l'importance que moi j'ai perçue dans ça, c'est le fait d'abord de comprendre l'approche des autres, parce que nous avons notre propre approche. On pense peut-être que c'est la meilleure, mais c'est de comprendre l'approche des autres
et donner l'occasion aux autres d'expliquer pourquoi est-ce qu'ils adoptent cette approche. Et ensuite, ça permet de faire un échange de stratégies, un échange de solutions, et ça permet aussi de fixer des contacts, de se frotter et ainsi de rester en contact. Et c'est ça vraiment qui est important. Et donc ces différents acteurs vont désormais échanger de façon régulière. Et c'est ça aujourd'hui qui nous a permis d'être en contact et aussi de comprendre certaines décisions prises au niveau central. Est-ce que le dialogue qui est au centre de la prévention et de cette initiative vous paraît un outil important? Pour moi, c'est un outil décisif, je dirais. Et en ce sens que le dialogue apaise d'abord les cœurs, parce qu'en dialoguant, ça permet à ceux qui sont frustrés, à ceux qui ne comprennent pas, d'abord de s'exprimer. Et en s'exprimant déjà, c'est une manière d'évacuer. Ensuite, le dialogue permet de se faire comprendre. Et ça même permet même de se justifier. Et je pense que c'est très important, surtout pour l'administration centrale, qui des fois prennent des mesures qu'on ne comprend pas. Et ce dialogue avec d'autres chercheurs ou d'autres de la société civile leur donne, si vous voulez, une scène sur laquelle ils arrivent quand même à se justifier et aussi à écouter ceux qui les critiquent ou ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Donc c'est une plateforme d'échange pour moi qui est inestimable et qu'on devrait effectivement pérenniser et reproduire à un plus grand échelon et même jusqu'au petit échelon. Et quel genre de dialogue faut-il mettre en place et avec qui? Le dialogue doit être tout azimut, mais organisé. Effectivement, on peut dialoguer avec l'administration, on peut dialoguer avec la société civile, mais il faut aussi dialoguer avec les communautés à la base pour comprendre ce qu'ils pensent de nous, pour comprendre ce qu'ils pensent des forces de défense et de sécurité. Donc on doit même dialoguer aussi avec toutes les entités qui participent dans la répression contre les violences. Et aussi, à un moment donné, mettre ces acteurs-là ensemble. Ces acteurs qui répriment et ces acteurs qui sont réprimés. Et essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas lieu d'avoir un compromis, un terrain d'entente et même de se comprendre. Pour moi, c'est capital. En quoi est-ce important d'avoir un pays comme la Suisse engagé dans l'animation de ces conversations régionales et dans la prévention? L'importance réside d'abord la position de la Suisse, la position de neutralité, et le fait que la Suisse ne soit pas impliquée de plein pied dans la répression de toutes ces violences. Et je pense que cette position d'abord est une position idéale et qui met les acteurs opposés à l'aise, sans parti pris. Et donc cette position, effectivement, c'est aussi une position de confiance que ces acteurs accordent à un pays comme la Suisse. Et donc je pense que c'est tout ça qui donne un avantage à la Suisse et aussi la méthodologie utilisée, parce qu'on voit que la méthodologie utilisée, elle est une approche participative et aussi elle est enclin à beaucoup de respect à l'égard des uns et des autres. Et je pense que c'est une approche qui n'a pas de prix, surtout pour les traditions africaines avec qui effectivement pour avoir des résultats, il faut d'abord partir sur le principe du respect et sur le principe de la confiance et de l'ouverture d'esprit. Pensez-vous qu'il soit pertinent de poursuivre cette initiative des conversations régionales? Peut-être voir un autre format, comment faire intervenir les populations locales directement qui sont touchées par cette crise et entendre aussi leur voix, leurs témoignages. Et je pense que ça va être une plus-value et en impliquant aussi davantage les leaders, les chefs militaires, mais pas que les chefs militaires, mais descendre plus bas, c'est-à-dire au niveau même de ceux qui agissent sur le terrain. Parce que deux fois, nous savons qu'il y a un décalage entre les ordres donnés et ceux qui exécutent sur le terrain. Donc ça peut être un format où
on implique les cadres militaires et leurs subordonnés, ou un format où on implique les militaires associés aux populations locales, mais vraiment locales. On descend jusqu'au plus bas et voir peut-être ce que ça pourra donner. Et au niveau des thématiques, pensez-vous qu'il faille aborder de nouvelles thématiques? Oui, pour moi, il y a de nouvelles thématiques d'elles-mêmes qui s'imposent aujourd'hui à nous, c'est la négociation. Il faut aujourd'hui, pour moi, il faut mettre l'accent pour voir, parce qu'il y a certains États qui sont fébriles, qui ne veulent pas en entendre parler. Mais aujourd'hui, cette thématique, elle doit être mise en exergue et elle doit aussi être encouragée pour ne serait-ce que faire diminuer ce niveau de violence. Je vous remercie.